Si vous étiez pris au piège au milieu de nulle part et traqué par une vieille folle qui veut votre peau, que feriez-vous? Ces actrices de porno en devenir cherchaient un endroit tranquille pour tourner leur prochaine vidéo pour adultes. Mais au lieu de ça, elles ont fini par être les vedettes de leur propre film d'horreur. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les vieux fous tordus dans X. Cette jeune femme est sur le point de passer la pire nuit de sa carrière. Un jour de 1979, dans un club de striptease en dehors de Houston, au Texas, Maxine, ici dans sa loge, est en train de sniffer de la poudre illicite quand son petit ami et manager Wayne arrive, et il lui dit qu'il est temps de partir. Elle se regarde dans le miroir, se motive un bon coup, prend ses affaires et rejoint le reste du groupe dans la camionnette. Ils se rendent à la campagne pour tourner un film pour adultes, mais ils ne se doutent pas que ce sera leur dernier voyage. Alors qu'ils quittent la ville, ils font circuler les copies du scénario entre eux. Ils sont tout excités à l'idée de pouvoir réaliser quelque chose sans devoir passer par la case Hollywood. Ils racontent aussi ce qu'ils feront avec l'argent quand ils perceront dans le milieu. Le groupe s'arrête à une petite station-service le long de l'autoroute et Wayne et Maxine descendent pour faire des courses, pendant que les autres attendent dans la camionnette. Dans la boutique, Maxine dit à son mec qu'elle est impatiente de commencer sa carrière. Elle se plaint et dit en avoir marre de toujours galérer pour s'en sortir. Elle se dit prête à vivre la vie de gloire et de luxe qu'elle pense mériter. Pour l'aider à la production, Wayne a engagé RG, un producteur de films amateur, et sa petite amie Lorraine. Mais Maxine lui avoue clairement qu'elle n'aime pas cette dernière, qu'elle trouve trop silencieuse, et qui est toujours en train de les dévisager. Pendant ce temps, à l'extérieur, son amie et collègue actrice Bobby Lynn donne des conseils à RG sur la manière de faire les prises les plus agressives, alors que lui explique le processus de montage tout en filmant ce gars-là, Jackson, en train de faire le plein d'essence. Les courses terminées, Wayne et Maxine rejoignent les autres dans la camionnette et ils reprennent la route. Plus tard dans l'après-midi, ils arrivent sur le lieu d'un accident. Un énorme camion a percuté une vache qui traversait la route. Un officier leur fait signe de passer. Ils avancent, roulent carrément dans les boyaux de la vache et croisent au passage ce shérif qui récupérera leur corps 24 heures plus tard. Juste au moment où le soleil commence à se coucher, l'équipe arrive enfin à leur destination. Une ferme isolée tout au bout d'un long chemin de terre. Wayne dit aux autres de l'attendre dans la camionnette pendant qu'il va parler au propriétaire. Prêt à passer aux choses sérieuses, Bobby Lynn et Jackson commencent à se chauffer avec ardeur. Mal à l'aise, Lorraine regarde son petit ami et lui dit que ce n'est pas ce qu'elle avait en tête quand elle a accepté de les aider. Mais celui-ci insiste qu'ils sont sur le point d'accomplir de l'art et il lui demande de saisir cette chance. Wayne franchit le porche et frappe à la porte. Le propriétaire, un vieil homme nommé Howard, ne le reconnaît pas tout de suite. Il saisit son fusil et menace de lui tirer dessus s'il ne quitte pas la propriété. De loin, Maxine voit la confrontation et sort un revolver qu'il garde toujours dans la boîte à gants. Mais Wayne rassure le vieil homme qu'il n'est pas un représentant du gouvernement et que ses amis et lui ne cherchent qu'un endroit pour passer la nuit. Au bout d'un moment, Howard réalise enfin qui il est. Il baisse son arme et assure qu'elle n'était même pas chargée et que c'est juste un truc pour effrayer les visiteurs indésirables. Les tensions apaisées, Wayne et les autres commencent à décharger la camionnette. Mais c'est alors que Maxine remarque la terrifiante femme du vieil homme, Pearl, qui les observe depuis la fenêtre de l'étage. Prenant leurs affaires, le groupe suit Howard à travers le champ jusqu'à la cabane délabrée où ils vont s'installer. Ils ont à peine fait quelques pas qu'Howard s'arrête pour reprendre son souffle. Il a manifestement des difficultés à respirer, mais quand Wayne tente de l'aider, le vieil homme s'écarte brusquement. À l'intérieur de la cabane, Howard explique que l'endroit servait autrefois d'abri pour les soldats durant la guerre de sécession. Et Jackson mentionne alors qu'il a servi comme marine pendant 2 missions au Vietnam. Alors qu'il s'installe, Wayne surprend le vieil homme en train de reluquer Maxine. Howard lui rappelle qu'il n'a jamais parlé d'emmener tous ces gens avec lui. Wayne lui offre alors un peu d'argent en compensation, qu'Howard empoche immédiatement, tout en précisant qu'il n'aime pas leur allure. Il les avertit que sa femme est de retour à la maison, et qu'il ferait mieux de bien se tenir, avant de s'en aller. Ok, je sais que ces aspirantes stars de cinéma sont juste impatientes de se lancer dans la réalisation artistique de leur vie, mais le nombre de signaux d'alarme qu'elles ont négligé de voir est assez incroyable. Elles sont peut-être déterminées à devenir célèbres à n'importe quel prix, mais si elles ne font pas attention, elles finiront par avoir leur visage étalé dans les journaux ou affiché au dos de briques de lait, au lieu de crever le grand écran. Toute personne dotée d'un tant soit peu de bon sens remonterait immédiatement dans sa camionnette et se tirerait de là avant qu'il ne soit trop tard. Prenons donc le temps de regarder de près certains signes avant-coureurs, au cas où certains d'entre vous pouvaient se trouver dans une situation similaire. L'équipe ici était tellement occupée à s'approvisionner en bière et en autres cochonneries pour la route que personne ne réalisait ce qui se tramait. Mais la vérité, c'est que les ennuis ont commencé bien avant qu'ils n'arrivent à la maison du vieil homme. Tous les amateurs de films d'horreur le savent.
Si vous vous rendez dans une ferme isolée à la campagne et si vous vous arrêtez à la station-service du coin, vous devez bien observer les alentours et garder l'œil ouvert sur tout ce qui est suspect. Parce que ce sera probablement votre dernière chance d'annuler le voyage avant que les choses ne tournent mal. Une chose est sûre, cette station-service cache exactement le type de signaux d'alarme auxquels on doit s'attendre, surtout si on a étudié les films d'horreur. Si vous regardez attentivement, vous verrez épinglé sur le tableau derrière le comptoir, non pas 1 ni 2, mais au moins 4 avis de disparition dans la région. Doit-on s'inquiéter? Et comment? Et là, il ne s'agit que des personnes portées disparues. Qui sait combien d'autostoppeurs solitaires ont pu être embarqués par un banal camion sans prétention sur le bord de l'autoroute, et qui n'ont plus jamais été vus ou dont on n'a plus jamais entendu parler. La seule chose dont cet endroit a besoin, c'est d'un vieux préposé grisonnant qui leur demanderait ce qu'ils font dans le coin et qui les avertirait que les citadins ont tendance à disparaître ici, l'un après l'autre. Je m'y arrêterai quand même pour faire le plein d'essence, mais juste assez pour faire demi-tour, prendre la direction opposée et rentrer chez moi. Et maintenant, revenons à la ferme du vieux. Faisons un test. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à une vieille ferme délabrée dans la campagne, quelque part au Texas? Si vous avez répondu massacre à la tronçonneuse, je vous félicite. Vous êtes bien plus intelligent que ces 6 futures décorations de Noël sur crochet de boucher. Il est inconcevable d'imaginer que des jeunes de la fin des années 70 n'aient jamais vu ce bon vieux Leatherface en action. D'autant plus que RG est producteur de films amateurs. Je suis d'accord que la vie réelle n'est pas un film d'horreur, du moins la plupart du temps. Mais les idées pour des scénarios pareils doivent bien venir de quelque part, non? Il est donc important de tirer les leçons de ces films qui nous montrent comment prendre des décisions intelligentes. En tout cas, plus intelligentes que celles prises par le groupe ici. De cette façon, personne ne pourra réaliser un film tiré de votre propre histoire par la suite. Bon, déjà, l'endroit est assez mal famé. Et voilà que grand-père n'hésite pas à brandir son fusil à la simple vue de visiteurs. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un accueil chaleureux. Au début, il ne se souvenait même pas de qui était Wayne, alors qu'il venait de se parler au téléphone il n'y a pas si longtemps. En plus, il est très hostile envers toute personne qu'il pense venir de la ville. Où est le problème? Est-ce que les fonctionnaires du comté sont venus ici dernièrement pour rechercher quelqu'un? Une de ces personnes dont la vie de disparition est épinglée sur le tableau de la station-service, par exemple? Traitez-moi de parano si vous voulez, mais je parie que le corps d'un pauvre vieux hippie est accroché quelque part dans la maison en ce moment même. Et si c'était moi, à leur place, je ne resterais pas dans les parages pour le découvrir. Dès qu'il baisserait son fusil, je lui dirais que je vais chercher mes affaires dans la camionnette, je sauterais sur le siège conducteur, je démarrerais en trombe et je filerais aussi vite que je le pourrais. Mais si les gens ont tendance à disparaître plus souvent ici que dans le triangle des Bermudes et que de vieux cinglés parano n'arrivent pas à les faire fuir, alors je suppose que cette vieille femme effrayante qui les observe depuis la fenêtre de sa chambre n'y parviendra pas non plus. Je veux dire, elle est probablement inoffensive, pas vrai? Elle leur préparera peut-être même des cookies s'ils restent dans le coin. Mais bien sûr les gars, vous pouvez toujours rêver. Bon, depuis le début, ce vieil homme leur a clairement fait comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Et si c'était moi à leur place, j'aurais rangé mes affaires et j'aurais fait demi-tour sans hésiter. Mais si ces jeunes gens sont vraiment déterminés à passer la nuit ici, alors il est vraiment temps de se tenir prêt au cas où papy tenterait quelque chose de bizarre. D'abord, ils doivent sortir le revolver de Wayne de la boîte à gants et s'assurer qu'il y a bien la sécurité. Mais toutefois, qu'il est bien chargé. Ça ne sert à rien d'avoir une arme si elle n'est pas chargée et qu'elle reste dans la boîte à gants. Ils doivent se tenir prêts à se battre pour leur vie si d'étranges événements se produisent dans la nuit. Ils pourraient également rapprocher la camionnette de la cabane dans laquelle ils séjournent. De cette façon, ils pourront garder un œil dessus et avoir la possibilité de s'enfuir au plus vite si besoin. En plus, le fait que le vieil homme s'en aille, ça leur offre une excellente occasion de se faufiler dans la propriété et de chercher tout ce qui pourrait être suspect. Ils devront juste faire attention à ce que grand-mère là-haut ne voit pas ce qu'ils font et ne donne pas l'alerte. Mais la chance de pouvoir jeter un œil par les fenêtres du sous-sol et de fuiner dans les remises pendant que le vieux regarde ailleurs est trop belle pour ne pas la saisir. Même s'il ne trouve pas de cadavre à proprement parler, quelques outils aux cordes couverts de sang ou toute autre chose qui aurait l'air suspect, c'est tout ce dont j'aurais besoin de voir avant de reprendre la route. Tout le monde sait que l'union fait la force. Donc quoi qu'il décide de faire ensuite, la chose la plus importante, c'est de ne jamais se séparer du groupe. De cette façon, vous aurez des amis pour vous couvrir et un large éventail de boucliers de viande si le pire des scénarios se présentait. Au moindre problème, ces vieux schnocks seront au moins 3 fois moins nombreux qu'eux. Ils ne devraient pas résister très longtemps, surtout quand on sait que Jackson ici a réussi à survivre à 2 missions au Vietnam. Si j'étais à leur place, je tournerais ce que je suis venue tourner et je me casserais d'ici avant que le vieux ne revienne. Parce que je préfère dormir dans la camionnette sur le bord de la route plutôt que de passer la nuit dans cet endroit et attendre qu'on vienne me tuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces morveux sont trop jeunes et trop beaux pour mourir. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Alors voyons ce qui se passe quand on les met à l'épreuve. Dès que le vieux a tourné le dos, le groupe s'accorde à dire que son attitude est bizarre. Lauren se demande s'il sait au moins ce qu'ils sont venus faire ici.
Wayne répond qu'il ne lui a rien dit parce qu'il pense qu'il est plus facile de demander pardon après plutôt que de demander la permission avant. Il regarde par la fenêtre et voit le vieil homme monter dans son pick-up et quitter la propriété. Il indique aux autres qu'il est temps de passer aux choses sérieuses maintenant que la voie est libre. Pendant que les autres sont occupés à tourner leur première scène, Maxine, ici, sort prendre l'air et fumer une cigarette. Elle marche à travers les broussailles et atterrit sur un quai qui borde le lac. Elle trouve que c'est l'endroit idéal pour se baigner à poil et ne remarque pas la vieille femme qui l'épie derrière les arbres. Et en réalité, cette sinistre grand-mère n'est pas le seul prédateur dans le coin. Alors que Maxine flotte dans l'eau sans se soucier le moins du monde des alentours, un énorme alligator l'observe depuis l'autre côté du lac. Elle revient jusqu'au quai à la nage et ne se doute toujours pas que l'alligator est juste derrière elle et qu'il se rapproche. Elle se hisse hors de l'eau juste à temps et ne saura jamais à quel point elle était proche de se faire déchiqueter. Sur le chemin du retour, elle remarque la vieille dame qui l'observe depuis le porche. Celle-ci lui fait signe de s'approcher, avant de se retourner et de rentrer dans la maison. Maxine pousse la porte moustiquaire, appelle la femme, mais celle-ci a disparu. La jeune fille entre dans la maison tout en restant sur ses gardes, et elle va à la cuisine où traîne tout plein de vaisselle sale et de mauvaises ondes. C'est à cet instant que la vieille femme apparaît à la porte de la cuisine derrière elle et lui propose un verre de limonade faite maison. Maxine ne veut pas lui déplaire. Elle s'assoit à la table et avale la limonade d'un trait. Elle précise ensuite qu'elle doit retourner auprès de ses amis avant que quelqu'un ne commence à s'inquiéter. Alors qu'elle se dirige vers la porte d'entrée, Pearl s'arrête pour admirer des photos d'elle et d'Howard le jour de leur mariage. Elle se remémore l'époque où elle était elle aussi jeune et belle. Autrefois, elle était danseuse, mais Howard a dû la laisser pour servir dans les 2 guerres mondiales, pendant qu'elle est restée seule à la maison et s'est occupée toute seule. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, leur jeunesse s'était envolée. Et maintenant, ils sont tous les 2 vieux et malades. Pearl se tient entre Maxine et la porte d'entrée et elle demande à la jeune fille de se regarder dans le miroir. Alors que celle-ci s'exécute, la vieille femme tend la main et lui touche légèrement le côté. Maxine se sent immédiatement mal à l'aise, mais avant qu'elle n'ait le temps de la confronter, Howard arrive dans son pick-up. Pearl lui dit qu'elle doit partir, et Maxine se faufile par une porte latérale. Elle observe l'homme qui porte des provisions à l'intérieur, et dès qu'il est hors de vue, elle s'enfuit pour retrouver ses amis. Elle regarde par-dessus son épaule tout en courant, et se heurte à Wayne qui lui crie que c'est l'heure de sa scène. Maxine est encore sous le choc de ce qui s'est passé. Elle s'enferme dans sa chambre pour reprendre ses esprits et en profite pour renifler quelques substances illicites. Elle parvient à se calmer suffisamment pour reprendre le travail. Pendant ce temps, à la maison, Howard range quelques provisions dans le garde-manger et remarque les 2 verres de limonade posés sur la table de la cuisine. À l'étage, Pearl est assise devant le miroir. Elle brosse ses fines mèches de cheveux et se maquille les yeux d'un bleu qui ressemble à s'y méprendre à celui de Maxine. L'équipe de tournage se faufile dans la grange pour filmer la scène suivante. Mais ils ne se doutent pas que pendant qu'ils sont en train de tourner, l'effrayante vieille femme, elle, les observe par la fenêtre. Après le tournage, Pearl rentre chez elle et elle commence à flirter avec son mari. Mais il la repousse en disant qu'il ne peut rien faire de trop fatigant à cause de ses problèmes cardiaques. Il la laisse là, seule, indésirable et jalouse de la jeunesse de l'autre fille. Plus tard dans la soirée, les jeunes se retrouvent dans le salon pour manger des sandwichs et boire des bières. Maxine surprend Lorraine en train de les dévisager elle et Wayne. Lorraine aimerait savoir si ça ne les dérange pas que Maxine couche avec d'autres hommes alors qu'elle est en couple avec Wayne. Ils lui répondent que tant que la caméra est allumée, ce n'est que du business, comme quand on joue dans un film. Confuse, Lorraine leur demande comment ils peuvent continuer à s'aimer et en même temps coucher avec d'autres personnes. Cette fois, c'est Bobby Lynn qui explique qu'ils veulent simplement s'amuser pendant qu'ils sont encore jeunes et insouciants, et que la vie est bien trop courte pour s'encombrer de traditions dépassées. Pour célébrer leur dure journée de travail, ils portent un toast aux pervers du monde entier qui vont bientôt leur permettre de payer leurs factures. Et Jackson leur joue un morceau à la guitare. Pendant ce temps, à la maison, Pearl se démaquille et s'allonge seule dans son lit. À ce moment-là, Lorraine annonce qu'elle veut jouer une scène dans le film, ce qui choque tout le monde dans la pièce, et surtout son petit ami RJ. Il clôt tout de suite le débat et demande aux autres s'ils lui ont soufflé l'idée. Mais elle insiste que c'est ce qu'elle veut. RJ est furieux. Wayne l'emmène dehors et lui explique qu'il sait par expérience que si Lorraine est sérieuse, elle fera ce qu'elle veut, qu'il le veuille ou non. Il pourra toujours essayer de l'en empêcher, mais s'il fait ça, elle deviendra encore plus incontrôlable. RJ persiste en disant qu'elle n'est pas comme les autres femmes et que c'est une gentille fille. Mais Wayne lui dit qu'à son avis, il n'existe pas de filles sages, avant de retourner à l'intérieur. Seul contre tous, RJ ravale sa fierté, prend sa caméra et filme la scène. Tard dans la nuit, alors que tout le monde dort, RJ se lève et prend une douche. Ils se mettent à pleurer en silence, incapables de se remettre de ce qui vient de se passer.
Il décide alors qu'il en a assez de toute cette production. Il sort de la maison en trombe, saisit les clés de la camionnette au passage et démarre le véhicule, prêt à les abandonner. Mais alors qu'il s'éloigne, il manque de renverser la vieille femme qui se tient là dans le noir au milieu de la route. RG arrête la camionnette et sort pour voir si elle a besoin d'aide. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Sans dire un mot, la femme se penche en avant et le prend dans ses bras. Elle lui caresse le dos et essaie de l'embrasser. Horrifié et dégoûté, RG s'écarte et lui dit qu'il devrait aller chercher son mari pour qu'elle ne se blesse pas ici toute seule. Tout à coup, la vieille femme le poignarde à la gorge avec un couteau de cuisine. Il trébuche sous le choc, tombe au sol et se vide de son sang dans la boue. Elle lui grimpe dessus, retire le couteau de son cou et le poignarde encore et encore. Elle déchiquette littéralement le cou de RG en éclaboussant l'avant de la camionnette de son sang. Et ça fait une victime et il en reste 5. Quand elle a enfin terminé, la vieille femme se relève lentement et danse au-dessus du corps comme elle faisait au bon vieux temps. Elle démarre ensuite la camionnette et s'en va chercher sa prochaine victime. Wouh! Ok! On parle ici d'une nuit mouvementée. RG était peut-être le producteur du plateau, mais il semblerait que ce soit Mamie Pearl qui soit en charge de couper la scène. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas de figure? Vous êtes un producteur de film amateur à la recherche de votre premier grand succès au cinéma, mais le tournage d'une vie est en train de se transformer en un véritable film d'horreur. Tard dans la nuit, vous décidez de prendre la route avant que les gens ne commencent à se faire zigouiller. Bien joué! Mais alors que vous sortez de l'allée, vous tombez sur cette vieille folle qui a l'air d'incarner le rôle de la gardienne de la crypte, et qui vous bloque la sortie. Oh, Houston, on a un problème. Mon conseil, contournez-la, appuyez sur l'accélérateur et ne vous retournez pas. Quoi que vous fassiez, ne sortez pas du véhicule pour l'aider comme RG ici, parce que je vous le rappelle, vous vous occupez de sauver votre peau, vous ne vous occupez pas d'une maison de retraite. Elle n'a peut-être pas l'air d'être dangereuse au premier abord, mais cette vieille chouette a soif de sang. Et honnêtement, tout le monde s'en porterait mieux si vous pouviez la transformer en dos d'âne préhistorique avant qu'elle ne puisse faire de mal. Malheureusement, RG est tombé dans son piège et a fini par être sa première victime. Mais le pire, c'est qu'il ne sera pas la dernière. Il est clair que RG aurait dû rester dans la camionnette et continuer à rouler. Mais s'il avait vraiment voulu jouer au bon samaritain, il aurait pu au moins s'assurer qu'il ne tombait pas en plein dans une embuscade. S'il avait été suffisamment attentif quand il s'est arrêté, il aurait remarqué que Pearl cachait manifestement quelque chose dans son dos. Dans des cas comme ça où vous êtes seul dans une sinistre vieille ferme au milieu de la nuit, la manière la plus sûre d'aborder la situation, c'est de supposer que tout le monde veut votre peau. En particulier, les vieilles femmes qui n'ont pas l'air de savoir où elles se trouvent. Il faut alors réfléchir comme un policier et vérifier qu'elle n'a pas d'objet pointu. Il ne faut en aucun cas la laisser s'approcher de vous avant d'être sûr qu'elle ne représente aucune menace. Si RG l'avait observée attentivement avant de vouloir lui prêter main forte, il aurait peut-être vu qu'elle mijotait quelque chose avant de se prendre un couteau dans la gorge. Et au moment où il aurait réalisé que quelque chose n'allait pas, il aurait tout de suite pu se réfugier dans la camionnette. Mais si toutefois elle nous attaquait, il faudrait alors saisir la main qui tient le couteau, la désarmer, lui décrocher un uppercut bien placé pour l'assommer et se barrer avant que le vieux Jenkins ne surgisse avec son fusil. Je veux dire, après tout, cette vieille n'est qu'un fossile ambulant. Maintenant, s'il a quand même pu se faire éliminer par Mamie sans même pouvoir se défendre, ça veut dire qu'il n'aurait sûrement pas tenu très longtemps quand les choses auraient commencé à se gâter. C'était donc peut-être mieux ainsi. Donc, désolé RG, la prochaine fois, choisis mieux tes amis. À la cabane, Lorraine se retourne dans son lit et réalise que RG n'est plus là. Inquiète, elle traverse les couloirs dans le noir pour le chercher. Et quand elle arrive dans la pièce principale, elle voit que la porte d'entrée est grande ouverte. Nerveuse, elle sort pour regarder dehors quand tout à coup Wayne arrive derrière elle et lui tape sur l'épaule. Il lui demande ce qui se passe, et elle explique qu'elle ne trouve pas RG. Mais Wayne lui fait remarquer que la camionnette est toujours dans l'allée. Ils se séparent donc pour partir à sa recherche. Lorraine se dirige vers la camionnette, mais juste avant qu'elle n'y arrive, Howard allume la lumière et sort sous le porche. Il dit qu'il ne trouve pas sa femme et demande à la jeune fille de rentrer à l'intérieur et de l'aider à la chercher. Howard prend une lampe torche dans le tiroir, dit à la jeune fille qu'il y en a une autre dans le sous-sol et lui demande d'aller la prendre pour qu'ils puissent chercher Pearl ensemble. À contre-cœur, Lorraine accepte et descend dans la cave obscure. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Elle regarde autour d'elle et finit par trouver la lampe torche près de l'établi. Mais quand elle veut remonter à l'étage, elle se rend compte que le vieil homme a verrouillé la porte de l'autre côté et l'a enfermée à l'intérieur. Terrifiée, la jeune fille se met à crier et à frapper violemment sur la porte pour que quelqu'un vienne lui ouvrir. Mais personne ne vient. N'ayant nulle part où aller, elle redescend les escaliers et cherche une autre issue à l'aide de sa torche. C'est alors qu'elle découvre le cadavre d'un homme qui ne fait pas partie de leur groupe, accroché au mur. Et elle hurle de terreur quand elle réalise qu'elle est piégée dans une maison de tueurs. Ok. Waouh! Alors là, nous atteignons un niveau de stupidité impressionnant.
Si vous devez finir enfermé par un type né à l'époque des dinosaures, vous devrez au moins le faire bosser un peu pour ça. Ces crétins commençaient à peine à chercher RG qu'ils avaient déjà enfreint la règle de survie numéro 1, qui est de ne jamais se séparer. Rappelez-vous, sans vos amis à vos côtés, vous n'avez personne à utiliser comme bouclier de viande quand les choses commenceront à mal tourner. En fait, si c'était moi, à leur place, j'aurais éveillé tous les autres occupants de la cabane pour qu'ils nous aident aussi à chercher. La décision de RG de prendre la fuite, c'est en grande partie la faute de tout le monde en fait. Avec l'aide de Jackson, Maxine et Bobilyn, nous aurions divisé le groupe en deux comme dans Scooby-Doo. Ça nous aurait permis de couvrir plus de terrain tout en gardant la sécurité d'être à plusieurs. Le pire, c'est que Lorraine n'était plus qu'à 5 mètres du cadavre de son petit ami quand elle s'est fait rattraper par le vieil homme. Regardez bien, la camionnette avait manifestement été déplacée de plusieurs mètres par rapport à l'endroit où il l'avait garée au départ. Ça aurait dû l'alerter tout de suite sur le fait que quelqu'un l'avait bougé. Et si elle avait juste fait quelques pas de plus pour aller voir, elle aurait vu ce qui était arrivé à son homme. Ensuite, elle aurait juste dû courir jusqu'à la cabane et réveiller les autres pour qu'ils mettent au point une contre-attaque, au lieu de laisser ces vieux tarés les éliminer un par un. Maintenant, une fois qu'elle est entrée à l'intérieur et qu'Howard lui a dit d'aller chercher la lampe torche au sous-sol, il me semble évident qu'elle aurait dû lui dire un non catégorique. C'est le minimum. Elle aurait aussi dû vérifier qu'il n'y avait pas de verrou sur la porte qu'il aurait pu facilement utiliser pour l'enfermer dès qu'elle aurait baissé la garde. Maintenant qu'elle est prise au piège, la chose la plus importante à faire est de fouiller le sous-sol à la recherche d'outils comme par exemple un marteau, une hache ou tout autre objet lourd et facile à balancer. Non seulement elle pourrait s'en servir pour défoncer la porte, mais elle aurait aussi une arme pour se défendre si Papy décidait de se lancer dans une confrontation. La porte semble assez facile à abattre, mais il ne faut pas oublier que ça va faire beaucoup de bruit. Il serait donc plus sage de se calmer et d'attendre d'être sûr que le vieux soit sorti de la maison avant de se mettre au travail. Ou sinon, elle pourrait aussi chercher une fenêtre ou une autre issue par laquelle elle pourrait s'échapper, sans faire autant de bruit. Lorraine est peut-être prise au piège, mais elle a l'avantage d'être au sous-sol, dans un espace clos, mais où elle peut facilement se défendre. Si elle réfléchit vite, elle devrait pouvoir piéger les escaliers et se préparer au combat. Elle devrait se cacher dans l'ombre et prendre Howard en embuscade la prochaine fois qu'il descendra les escaliers. Il ne devrait pas être trop difficile à combattre tant qu'elle peut prendre l'avantage sur lui. Et personnellement, si c'était moi, à sa place, je n'hésiterais pas une seule seconde à mettre une raclée à un vieillard si c'était ma seule option pour rester en vie. Pendant ce temps, à l'extérieur, Wayne pieds nus décide de fouiller la grange à la recherche de RG. Et il marche accidentellement droit sur un clou qui dépasse d'une planche au sol. Il tombe en hurlant de douleur. Il examine son pied à l'aide d'une lanterne avant d'enlever le clou. Il se relève doucement et appelle à l'aide pour alerter toute personne qui pourrait se trouver à proximité. C'est alors qu'il aperçoit une ombre passer devant la porte de la grange. Pensant qu'il s'agit de RG ou de Lorraine, il marche en boitant jusqu'à la porte. Il s'accroupit pour regarder à travers un petit trou, quand tout à coup, Pearl lui enfonce une fourche directement dans ses globes oculaires et le tue en un clin d'œil. Au bout d'un moment, la vieille femme entre dans la grange en traînant les pieds, la fourche à la main, et elle le poignarde une nouvelle fois dans le dos pour être sûre qu'il est bien mort, avant de recouvrir son corps avec du foin. Et ça fait 2 victimes, et il en reste 4. Ok, c'est officiel, ces petits malins sont en train de tomber comme des mouches. Captain Caleçon, ici, est entré dans cette grange alors qu'il fait nuit noire, sans même prendre en considération une seule seconde qu'il pourrait tomber dans une embuscade. Le bon sens voudrait qu'on ne se promène pas pieds nus quand on ne voit pas où on pose les pieds. Et on ne se penche définitivement pas pour regarder par un petit trou dans la porte si on n'est pas sûr de ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, et voici un autre conseil. Si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, et que vous voyez une ombre passer et qu'elle ne vous répond pas quand vous l'appelez, il y a de fortes chances que cette personne ne soit pas votre amie. Comme il avait une lanterne, Wayne aurait dû s'en servir pour mieux inspecter les alentours au lieu de foncer droit dans un piège. Il est dans une grange, il doit donc y avoir plein d'armes improvisées qui traînent et qu'il aurait pu utiliser pour se défendre. Quand votre adversaire est un fossile de 90 ans qui ne peut pas se déplacer à plus d'1 km à l'heure, la seule façon pour lui de vous combattre, c'est de vous prendre par surprise. Donc soyez plus malin que Wayne et ne donnez pas l'occasion à la vieille de vous surprendre. À la cabane, Jackson entend un bruit étrange venant de quelque part dans le noir. Il dit à Bobilyn de se rendormir et se lève pour aller voir ce qui se passe. Alors qu'il avale un peu de lait dans la cuisine, il voit Howard qui traverse le champ en direction de la cabane. Il sort pour voir ce qui se passe, et le vieil homme lui dit que sa femme a disparu. Il lui explique qu'elle est parfois désorientée quand la nuit tombe. Jackson remarque qu'il a un fusil et lui fait remarquer que ça fait quand même beaucoup de puissance de feu pour partir à la recherche d'une vieille dame. Mais il répond que c'est juste une précaution, au cas où il tomberait sur des alligators près du marais. Et Jackson accepte gentiment de l'aider à chercher sa femme. Il retourne dans la chambre et enfile un pantalon. Quand il ressort, il ne remarque pas que Pearl est déjà à l'intérieur, tapie dans l'ombre, et qu'elle observe au bout du couloir. Jackson parti, la vieille femme se glisse dans la chambre de Maxine. Elle se tient au-dessus de la jeune fille, relève le drap et s'allonge à côté d'elle.
Jackson et Howard se dirigent vers le quai et décident de se séparer pour couvrir plus de terrain. Alors qu'ils cherchent dans les broussailles, Jackson découvre une voiture à moitié enlisée dans la boue, au bord du chemin principal, et portant une plaque d'immatriculation texane. Il commence alors à se méfier. De l'autre côté du marais, il voit briller la lampe de poche d'Howard, et il va voir si ce dernier va bien. Sur place, il trouve la lampe enfouie dans la boue. Mais aucune trace du vieil homme. Jackson sort du marais, regarde par-dessus son épaule et sursaute d'effroi quand il se heurte presque à Howard, debout, là devant lui dans l'obscurité. Le vieil homme se plaint que la présence de ces jeunes gens donne à sa femme l'envie de se sentir à nouveau jeune. C'était pareil avec le dernier visiteur, dit-il, mais il ne peut plus lui donner ce qu'elle veut. Et eux, les jeunes, ne peuvent pas comprendre ce que c'est de vieillir. Troublé, Jackson dit qu'il devrait retourner à la maison. Mais le vieil homme brandit simplement son fusil, lui tire une balle à bout portant dans la poitrine et l'envoie s'écraser dans l'eau. Ça fait 3 victimes et il en reste 3. Ok. Parmi toutes les personnes qui auraient dû deviner qu'une attaque sournoise se préparait, on aurait pu penser que ce serait le type qui a survécu à 2 missions du Vietnam, pas vrai? C'est pas comme s'il n'y avait pas eu plein de signaux d'alarme avant. Sur la voiture abandonnée dans la boue, il y avait des stickers hippies, ce qui signifie clairement qu'elle n'appartenait pas au vieil homme. Quand le vieux lui est tombé dessus en douce et a commencé à lui dire des choses du genre « La dernière personne à être venue ici », Jackson aurait dû tout de suite lui arracher le fusil et prendre le contrôle de la situation. Il n'aurait probablement même pas eu besoin de se battre contre le vieil homme, parce que toute activité intense semble lui être presque fatale à cause de ses problèmes cardiaques. Si Jackson lui avait arraché le fusil des mains avant qu'il n'ait eu le temps de tirer, le vieil homme aurait tout simplement tourné de l'œil, épargnant ainsi à Jackson la peine de devoir l'abattre lui-même. Jusqu'ici, la mort de tous ces gens aurait pu être facilement évitée s'il n'avait pas sous-estimé Howard et sa femme. Il ne reste plus que les filles maintenant, et il faut espérer qu'elles parviendront à sauver la situation avant qu'elles ne meurent toutes. Maxine entend du vacarme à l'extérieur et se retourne dans son lit. Elle découvre alors la vieille femme allongée à côté d'elle et hurle de toutes ses forces, horrifiée. Bobby Lynn arrive en courant pour voir ce qui se passe, et elle manque de percuter Pearl qui traverse le couloir. Pendant ce temps, Lauren cherche des outils dans le sous-sol et finit par trouver une hache. Elle s'en sert pour faire un trou dans la porte qui se trouve en haut de l'escalier. Elle passe la main pour atteindre le verrou, et elle y arrive presque. Mais Howard surgit tout à coup et lui écrabouille la main avec la crosse de son fusil, en lui arrachant presque les doigts. La jeune fille hurle à l'aide, mais il lui dit qu'elle ne fait qu'empirer les choses. Il pointe son arme sur elle à travers le trou et lui ordonne de retourner au sous-sol et de rester tranquille, avant d'allumer la télé pour étouffer ses cris. Bobby Lynn décide de prendre les choses en main et de partir à la recherche des hommes près du marais. Elle tombe sur une Pearl complètement nue au bord du quai, mais elle ignore encore qu'elle est en danger. La jeune fille court vers la vieille femme pour l'aider, et elle lui enroule sa couverture autour des épaules tout en lui demandant si elle va bien. Tout à coup, la vieille femme tend la main en arrière, gifle violemment la jeune femme et l'insulte tout en lui barrant la route vers le rivage. Furieuse, Bobby Lynn se place juste devant elle et lui crie de s'écarter de son chemin. C'est alors que la vieille femme la pousse dans le lac. Aussitôt, un énorme alligator surgit de l'eau, attrape la jeune fille par la tête et l'entraîne sous l'eau qui devient rouge de sang. Ça fait 4 victimes et il en reste 2. À la cabane, Maxine fait sa toilette et se rend compte que tout le monde a disparu. Elle entend alors Howard et Pearl qui reviennent du marais et qui se dirigent vers la maison. Elle a juste le temps de se cacher dans l'ombre au moment où ils entrent à l'intérieur pour la chercher. Les 2 vieux la cherchent partout dans la cabane, mais ils ne la trouvent pas. Howard dit qu'il y a une autre fille à la maison, mais Pearl insiste qu'elle veut Maxine parce qu'elle a quelque chose de spécial en elle, comme ce qu'elle avait elle-même quand elle était plus jeune. Elle s'assoit sur le lit et se plaint de ne jamais obtenir ce qu'elle veut, et elle demande à son mari de la faire se sentir jeune à nouveau. Il dit qu'il a peur que son cœur ne le supporte pas, mais finit par céder. Il commence alors à faire l'amour comme 2 vieux coquins. Mais il ne remarque à aucun moment que Maxine était cachée sous le lit pendant tout ce temps. Ok, bon là c'est franchement dégoûtant. Mais s'il y a bien un moment où il fallait attaquer, c'était celui-ci. Les vieux sont clairement distraits et désarmés, donc vous n'aurez pas de meilleure occasion de les surprendre avec leur froc baissé qu'ici et maintenant. Littéralement. Maxine ne sait peut-être pas encore ce qui est exactement arrivé à ses amis, mais elle est certaine que quoi qu'Howard et Pearl soient en train de mijoter, ils n'ont pas de bonnes intentions. Donc à ce stade, elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour rester en vie. La voie est toute tracée pour atteindre le fusil du vieil homme, et dans la position où il se trouve, un bon coup de chevrotine enverrait ces 2 psychopathes mordre la poussière. Il n'y a aucune chance qu'il puisse se lever du lit à temps pour l'arrêter, et même si le fusil n'est pas chargé, elle pourrait toujours s'en servir comme d'une matraque pour leur mettre une branlée, comme je l'ai déjà suggéré plus tôt. Howard ferait probablement une crise cardiaque au premier signe de lutte, ce qui ne laisserait que Pearl à affronter. Et quand on la voit, franchement, on dirait qu'elle se ferait renverser par une pauvre rafale de vent.
Si c'était moi à la place de Maxine, j'attraperais ce fusil et je mettrais fin à ce cauchemar tout de suite. Parce qu'il sera beaucoup plus facile d'éliminer la menace maintenant que de les épargner et de leur donner la chance de se débarrasser de nous plus tard. Pendant que les deux vieux sont distraits en prenant du bon temps, Maxine en profite pour ramper hors de la chambre et s'enfuir pour sauver sa peau. Elle essaie d'abord la camionnette, mais s'aperçoit qu'ils ont crevé les pneus et volé les clés. À quelques mètres de là, elle découvre le cadavre de RG qui gît dans la terre. Et elle entend Lorraine qui crie à l'aide depuis la maison. Elle saisit le revolver de Wayne dans la boîte à gants et se précipite à l'intérieur de la maison. Elle fouille les lieux et trouve Lorraine toujours piégée dans le sous-sol. Elle la libère rapidement et lui dit de baisser la voix pour que les vieux ne reviennent pas avant qu'elles aient pu s'échapper. Maxine dit qu'elles doivent trouver les clés de leur camionnette et s'en aller d'ici. Mais Lorraine devient tout à coup hystérique et ne veut rien entendre. Elle hurle que tout est de sa faute et se précipite vers la porte d'entrée. Mais au moment même où elle met le pied dehors, elle se fait fumer par le fusil d'Howard. Et ça fait 5 victimes, et il en reste une. Ok, ça restera dans les annales. Au moment où il semblait qu'elle allait bientôt être libre de rentrer chez elle, Lorraine a quand même réussi à se faire tuer. Je pense que nous savons tous ce que je vais dire, non? Lorraine, tu as merdé. Ah, mon Dieu, par où commencer? Nous avons déjà expliqué que descendre dans la cave d'un papy terrifiant sans être sûr d'abord de pouvoir en ressortir n'était pas vraiment la meilleure chose à faire. Donc, après être tombé dans un des plus vieux pièges du monde, on aurait pu croire que tu serais plus à même d'essayer de comprendre comment tu t'es retrouvé dans cette situation, au départ. Et à partir de là, tu aurais pu prendre des décisions plus intelligentes. Mais apparemment, c'est pas trop ton genre de réfléchir, je me trompe? Même quand tu as eu la très bonne idée de trouver cette hache pour te tailler du sous-sol, tu as quand même réussi à tout gâcher. La prochaine fois, il serait peut-être plus judicieux de faire le trou du côté qui est le plus près du verrou. De cette façon, tu l'atteindras plus facilement et tu éviteras de t'exposer à une contre-attaque. Non mais sérieusement, de là où tu étais, tu pouvais clairement voir de quel côté se trouvait la poignée. J'ai donc beaucoup de mal à comprendre comment t'as pu te planter à ce point ici. Te faire écraser les doigts, ça doit définitivement faire bobo. Et je t'en veux pas d'avoir eu besoin d'1 minute pour te ressaisir avant de tenter une nouvelle fois de t'échapper. Mais juste après son attaque, le vieil homme s'est retourné et est parti à la recherche de tes amis. Donc il n'y avait aucune raison de rester là à chialer pendant 15 minutes au lieu de, tu sais, passer de nouveau la main par le trou et essayer d'ouvrir la porte. Non mais allô quoi. Après tous les efforts que t'as fait pour essayer de t'échapper, tu restes là impuissante à attendre qu'ils reviennent. En fait, c'est juste embarrassant ma chère. Mais heureusement pour toi, Maxine est beaucoup plus compétente en matière de survie et elle est venue te libérer. Et c'est là que tu aurais dû la fermer et écouter ce qu'elle te disait pour que vous puissiez sortir de là vivante toutes les deux, tu ne crois pas? Mais non! Au lieu de ça, sortons plutôt par la porte d'entrée en hurlant comme une cinglée! Attirons l'attention sur nous et fonçons tout droit dans un mur de plomb tant qu'on y est. Excellente stratégie! Je peux toujours pas croire que t'aies tout fait foirer. De tous ceux qui ont été tués jusqu'à présent, c'est toi qui avais le plus de chances de pouvoir t'échapper. Mais t'as pas arrêté de commettre des erreurs à chaque fois. T'es tellement nul à assurer ta survie que t'arrives quand même à te faire tuer alors que tu touches au but. Et en plus, tes amis avaient fait tout le travail à ta place. Lorraine, tu as merdé. Tapis dans un coin, Maxine entend les vieux dire qu'ils vont ramener les corps à l'intérieur pour que ça ressemble à de la légitime défense. Et au bout d'un jour, si personne ne vient les chercher, ils les donneront à bouffer aux alligators dans le lac. Le couple traîne le corps mutilé de Lorraine à l'intérieur, mais tout à coup, la jeune fille pousse un râle. Howard est tellement choqué que son cœur lâche et il s'effondre au sol. C'est alors que Maxine surgit de sa cachette, brandit son revolver et exige de Pearl qu'elle lui remette les clés de leur camionnette. La vieille lui dit qu'elles sont dans la cuisine. Maxine va les chercher et quand elle revient, Pearl se relève pour la confronter. Maxine essaie de tirer avec le revolver, mais c'est alors qu'elle réalise qu'il n'était pas chargé depuis tout ce temps. Ok, c'est pas vraiment la meilleure des situations. Mais Maxine revient de tellement loin qu'elle ne peut pas tout gâcher maintenant. Une chose à ne pas oublier les gars, il faut toujours s'assurer qu'une arme est chargée avant d'en avoir besoin. La meilleure option pour Maxine ici est d'atteindre le fusil de Ward avant la vieille femme, parce que c'est le seul moyen pour cette dernière de se battre sans l'effet de surprise. Quoi que tu fasses, tu ne veux pas lui laisser la chance de s'en emparer la première. Si je pousse la réflexion un peu plus loin, je pense qu'il serait peut-être même plus judicieux que Maxine laisse Pearl en vie, si elle le peut. De cette façon, son histoire sera plus crédible quand la police sera là. Mais pour le moment, le plus important, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rester en vie. La bonne nouvelle, c'est que la femme est vieille et se déplace lentement. Donc Maxine ne devrait avoir aucun mal à plonger, soit pour récupérer l'arme, soit pour assommer Mamie avant qu'il ne soit trop tard. Mais Pearl saisit le fusil de son mari avant elle et lui tire dessus. Maxine s'écarte juste à temps et le coup est si puissant qu'il envoie la vieille femme voler à travers la porte d'entrée. Dans sa chute, elle se fracture la hanche.
Maintenant qu'elle a réussi à éliminer les 2 menaces, Maxine sort de la maison et se dirige vers la vieille femme qui la supplie de l'aider. Au lieu de ça, Maxine pose un doigt sur ses lèvres et somme Pearl de se taire. Elle monte dans la camionnette, fait marche arrière et lui écrabouille la tête avant de filer à toute allure vers l'autoroute alors que le soleil commence à se lever. Ça fait 5 victimes, 2 vieux séniles hors d'état de nuire et il ne reste plus qu'une survivante. Le lendemain, le shérif et ses adjoints arrivent sur la scène de crime. Ils voient le médecin légiste en train de charger les corps dans son véhicule. Un des officiers a trouvé la caméra de RG à l'intérieur de la cabane et il demande au shérif s'il a une idée de ce qu'elle peut contenir. Le shérif lui répond qu'à en juger par l'aspect de cet endroit, il doit s'agir d'une sorte de film d'horreur qui aurait mal tourné. Mais qu'en pensez-vous? Et qu'auriez-vous fait si vous et vos amis traversiez la campagne dans les années 70 pour tourner un film spécial dans une cabane et que vous découvriez que les vieux qui vous ont laissé vous installer là étaient carrément flippants? Vous dépêcheriez-vous d'en finir et vous casseriez-vous au plus vite? Ou bien voudriez-vous savoir pourquoi ces vieilles personnes s'intéressent tant à vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et surtout, passez une excellente journée!